Bonjour chers amis, bienvenue dans notre émission de cette rentrée 2015. Et puis, je ne prends pas le temps de vous souhaiter bonne rentrée parce qu'il est un peu tard, mais enfin vous dire que j'espère qu'avec cette nouvelle saison, nous aurons bien d'autres bons débats, que nous aurons aussi peut-être à créer un peu d'émulation dans nos neurones parce que c'est vrai que notre société nous propose beaucoup d'amusement, mais nous aimerions aussi rester un peu dans la réflexion. Donc, je vous souhaite la bienvenue, vous souhaite d'avoir passer un bon moment avec nous. Et puis, je vais vous présenter donc l'émission d'aujourd'hui qui sera en deux temps. D'abord, on commencera avec une invitée qui s'appelle Esaïe, qui est créatrice d'accessoires. Et il me semble que ses travaux méritent d'être vus. Et parce que nous avons beaucoup de gens qui créent chez nous, mais qui sont malheureusement pas assez montrés, aidés, valorisés. Donc, elle est notre invitée cet après-midi en première partie. Et en deuxième partie d'émission, c'est moi qui serai votre invitée, avec deux amis qui ont accepté de présenter mon dernier ouvrage qui s'appelle La culture de l'entraide, un modèle d'économie alternative, le cas de la Martinique. Donc voilà, si vous avez envie d'appeler pour avoir des coordonnées des personnes qui sont sur le plateau ou pour d'autres raisons, eh bien le téléphone de Zouk TV, c'est le 71 27 27 avec l'indicatif 0596. Voilà. Donc je vous renouvelle mes vœux de bon après-midi ou de bonne soirée. Et puis voilà, on se jette à l'eau. Alors, bonjour Esaïe. Bonjour. Voilà, donc vous avez accepté, c'est vrai que vous nous avez dit que c'est un petit peu difficile de passer sur un plateau de télé, etc. Mais vous voyez, c'est très simple, hein, on n'a pas... Oui, c'est sympa, et puis les gens qui sont là sont aussi des personnes sympathiques. Et donc, on a envie de vous entendre nous parler de vos travaux, de vos créations, et donc vous allez les montrer, vous nous en dire deux mots. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez d'abord vous présenter peut-être aux téléspectateurs? Oui, alors en fait, oui, je m'appelle Isaïe, mais j'ai créé récemment, enfin il y a un peu moins d'un an, une entreprise pour pouvoir développer en fait ces produits que je propose, qui sont en fait des accessoires de mode, des sacs, des bijoux, des pochettes. Et la particularité, c'est la toile utilisée qui est peinte à la main. Voilà. Et ça s'appelle Isaïe Nomad Art. Nomade art parce que c'est de l'art, parce que moi déjà je suis une nomade à la base, et aussi parce que c'est de l'art qui se porte, qui se déplace. Et nomade, pourquoi alors? Justement pour cette raison-là, parce que c'est de l'art qui se déplace et qui, voilà, qu'on peut emmener partout avec nous, parce que ce sont donc des sacs, des pochettes et des bijoux. Et des bijoux. Voilà. Donc des sacs, des pochettes, sont les trois choses que vous proposez? Des ceintures également, tout ce qui est autour de l'accessoire de mode. D'accord. Pour les femmes? Oui, principalement, mais j'ai également réalisé des peintures sur des pochettes d'ordinateur pour hommes, ou des ceintures aussi, des bracelets. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je ne sais pas, hein, Monsieur Clapopo, Madame Luciane Lanoir, si vous voulez l'interroger. Est-ce que vous voulez montrer d'abord aux téléspectateurs un peu les modèles que vous avez? Alors ça, c'est un modèle de sacoche, enfin de pochette en fait, plutôt, de petites pochettes avec chaînette. Alors voilà, c'est une toile polyester. Est-ce que vous pourriez la laisser, que la caméra la voie? Oui, comme ça. C'est une toile. On la voit à l'écran, descendez un petit peu, voilà. Voilà, c'est de la toile polyester enduite PVC, donc imperméable, que je peins à plat. Et ensuite, je la monte en sac, en sacoche, en sac. Là, je n'ai pas de grand sac. Voilà, on peut voir la taille de la poche intérieure? Ah, intérieure? Oui. C'est le traditionnel, en fait, la traditionnelle petite pochette. Alors, il y a du rembourrage. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est du polyester. Voilà, polyester, mais en fait, c'est la fameuse toile de bâche qui est hyper résistante et imperméable. Alors ça, c'est le petit modèle avec chaînette. Là, vous avez un modèle sans chaîne. Voilà. Vous pouvez la poser pour que la caméra la montre un peu. Voilà.
Voilà, plus haut, voilà. On la voit bien, ok. Alors, ma plus grande inspiration, c'est en général soit des motifs, des symboles et des couleurs qui viennent d'Afrique ou des Caraïbes. On ne se refait pas, hein, je pense que c'est spontané. Ou parfois, je pars comme sur cette pochette sur de l'abstrait total. Voilà, je joue avec les couleurs, avec les formes. Celle-ci, donc, est un petit peu plus Vous couleur, êtes toujours dans les tons marron clair? Oui, parce que c'est non, pas toujours, mais c'est vrai que les modèles que j'ai amenés sont très colorés dans les camailleux marrons, mais non, ça peut être des couleurs plus. Là, en ce moment, je suis en train de travailler justement sur un mélange Afrique-Inde. C'est-à-dire que je suis en train de mélanger en fait les couleurs des tissus indiens avec des petits motifs africains. C'est un petit, je suis en train de chercher des motifs autour de ça. Et on peut voir parce que le motif là est très beau aussi. Voilà. Oui, on voit. Voilà. Ouais, j'utilise souvent le tambour. Oui, c'est une forme qui revient très souvent, qui est très souvent demandée. Exactement. Oui. Une forme que je trouve très féminine et puis bon, voilà, ça représente notre culture et puis ce demi-visage aussi entre le masque et. Oui. Voilà, je travaille sur des accessoires bijoux, voilà, des boucles d'oreilles. Là, je n'ai pas de pendentifs, mais j'ai également des pendentifs qui vont soit avec les boucles d'oreilles. On peut voir un peu celle d'en haut. Alors, celle d'en haut, comme ça. Voilà. Non, restez là, voilà. Parce qu'on ne voyait pas. Les couleurs d'en haut sont très chaudes, très jolies, mais on ne les voit pas à la caméra. On ne les voit pas bien. Donc voilà. Descendez, comme ça, on les voit. Les couleurs sont très chaudes, oui. Très joli, oui. Mais voilà, j'ai aucune limite au niveau des couleurs. Et là, vous êtes sur quoi comme matière? Alors ça, c'est un support rigide sur lequel je colle de la toile, parce que je tiens à toujours peindre sur de la toile. Pas sur du bois, pas sur du carton, sur de la toile. Et ensuite, la toile est peinte et vernie. Toujours terminée par un vernis qui permet de tout sceller et de protéger la peinture. Mais elles ne sont pas lourdes parce qu'elles sont assez très légères, justement. Très légères. Très légères. D'accord. Voilà. Vous avez un grand sac aussi? Oui, j'ai un grand sac qui est... Voilà, enfin, j'en ai deux. J'ai celui-ci. Alors ça, c'est le traditionnel sac cabas. Oui. Voilà, avec des anses en cuir. Voilà. On peut voir, la caméra va reculer peut-être un peu, voilà. Donc pareil, toujours la même toile, le même principe, peinture à plat et ensuite montée en sac. Ça c'est le traditionnel sac cabas et puis j'ai celui-ci aussi. Hop, voilà, celui-ci avec des anses synthétiques. Donc ce sont des sacs qu'on peut laver éventuellement? Complètement, aussi. À la main, voilà. Ça. Tout à fait, c'est une toile qui est lavable. La peinture, alors c'est une peinture acrylique qui est enduite ensuite, qui est recouverte de vernis. Le vernis... Donc elle est fixe, elle ne s'en va pas au lavage? Exactement. Par contre, il ne faut pas tremper dans l'eau, avec une éponge mouillée, voilà. À la limite du savon aussi, mais ne pas tremper tout. Surtout ces sacs-là parce qu'ils ont une anse en cuir, donc ne pas tremper dans l'eau. Ok. Voilà. Voilà. On a vu. Alors moi, je ne sais pas, je vous laisse lui poser des questions si vous voulez. On a encore peut-être 5 petites minutes. C'est des modèles uniques que vous faites? Exactement. Si on peut vous commander quelque chose, enfin si on vous commande un sac et on vous dit à peu près oui, je voudrais tel modèle pour telle occasion, etc. C'est comme ça que ça marche la plupart du temps. D'accord. Il y a des modèles que je sors comme ça de mon imagination et puis parfois ce sont des personnes qui me disent j'aimerais telle couleur, tel symbole sur le sac. Évidemment il y a mon imagination qui entre en jeu, mais il y a aussi l'imagination, la créativité de celle qui veut porter ce sac. D'accord. D'accord. Et comment le public reçoit? Vous dites que ça fait à peine un an. Oui, à peine un an. Oui, que vous commercialisez, vous êtes dans une démarche commerciale. Et quelle est la réception du public? Eh bien, alors au début, il y a des femmes qui sont toujours prêtes à apporter quelque chose de nouveau, à essayer quelque chose de nouveau, qui sont tout le temps curieuses de nouveautés. Donc celle-là, ça a accroché tout de suite. Et puis il y a celle à qui il a fallu beaucoup plus de temps, voir, revoir et encore voir, le voir porter sur d'autres, pour commencer à s'intéresser, à se rapprocher de ce produit-là. Puis
voilà, il y a plusieurs degrés d'approche en fait. Il y a plusieurs rapidités. Il y a certaines personnes avec qui ça marche tout de suite et puis d'autres où il faut plus de temps parce que c'est vrai que c'est un produit qui sort quand même de l'ordinaire. Mais comment vous faites je suis un peu intéressé par la démarche commerciale parce que la démarche artistique est profondément intime. Bon, comment vous faites pour faire connaître vos produits? Parce que une jeune créatrice qui va dans quelque chose de très innovant, comment vous faites pour connaître vos produits? Est-ce que quel est aussi votre modèle de distribution? Est-ce que c'est exclusivement par Internet, les réseaux sociaux, ou bien vous essayez d'avoir des points de vente, ou bien vous faites des foires, enfin, voilà. Voilà, ben ça, en fait, c'est un mélange de tout ça. J'ai commencé par les réseaux sociaux qui m'ont énormément aidé, qui m'ont apporté énormément de visibilité, exactement. Et ensuite, j'ai commencé à démarcher des boutiques. Donc pour l'instant, il y a deux boutiques deux points de vente en fait, une au Carbet et une à Fort-de-France, donc qui revendent mes produits. Et puis mon atelier aussi, qui est ouvert soit par téléphone, soit régulièrement tous les après-midi. L'atelier est ouvert et toutes les personnes qui veulent venir découvrir mon travail ont la possibilité de venir. Voilà. Et on peut savoir donc l'atelier à Chalchère, oui. Oui, à Terville, oui. À Terville. Donc on cherche à Terville Isae et Isae Nomad Art. Nomad Art. Voilà, Isae Nomad Art, et on tombe sur ma page et avec toutes les indications. Si vous voulez donner un téléphone, allez-y. Oh oui, on peut me joindre par téléphone, ouais, donc c'est le 06 96 83 77 08. Alors moi je voulais 0 combien? Alors 06 96 83 77 08. Voilà. Moi, je voulais connaître vos symboles, comment vous les créez, ou est-ce que vous puisez de toute façon dans un stock culturel, hein, le tambour, les masques, etc. Mais vous, qu'est-ce qui est à la base de votre créativité par rapport à ces symboles, justement? Puisqu'on voit qu'ils sont un peu cubistes, ils sont un peu... on retrouve peut-être un mélange, je ne sais pas, je n'aime pas trop le terme, de ce que nous ont proposé justement cette école-là. Les cubistes. Oui, cette école-là essentiellement. Ouais, c'est vrai que, alors moi ça fait longtemps que je peins sur toile traditionnelle, etc. Ouais, j'ai déjà vendu des toiles. Oui. Il se trouve que je n'aime pas justement les classifications, les définitions cubistes, pointillistes, etc. Même si effectivement il y a des écoles, il y a des influences. Il y a eu des influences. Alors justement, comme je n'aime pas m'enfermer dans ce genre d'école, je pioche un petit peu dans chaque école, chaque création, chaque créativité, chaque peintre qui m'intéresse, je pioche un petit peu ce qui m'intéresse, je refais un petit peu, sans vraiment... je n'aime pas, en fait, intellectualiser ma peinture. C'est-à-dire que je la fais de façon beaucoup plus spontanée. Émotionnelle. Et voilà, intuitive. Donc du coup, effectivement, une fois que la toile est terminée, je m'aperçois qu'effectivement, il y a des influences très très marquées. Mais voilà, je ne cherche pas à trop l'intellectualiser. D'accord. Bon, nous qui voyons, on essaye c'est vrai, de classer, de me dire... Mais alors, vous créez en quelque sorte une symbolique qui vous est propre. Oui, je pense qu'il me rassure, qui me parle. Qui parle de quoi alors, très exactement? Eh bien, en fait, ça fait quand même 25 ans que j'ai quitté la France. Enfin, je suis née à Paris, mais j'ai quitté la France il y a 25 ans, pas pour venir vivre ici, mais pour aller vivre à l'étranger. Et notamment, j'ai vécu à peu près 1 an au Sénégal. Et c'était mon premier contact avec l'Afrique. Et ça a été évidemment quelque chose de très, très fort. Et en fait, je pense que c'est à cette époque-là, ça fait quand même une vingtaine d'années, que j'ai commencé, je crois, j'ai l'impression de dater ça à cette époque-là, à tout ce qui est déjà sculpture sur bois. C'est ce qui m'a qui a commencé à m'interpeller et j'ai commencé à m'intéresser à l'art en fait en allant en Afrique. Avant, je m'intéressais à l'art, j'allais de temps en temps dans les musées, mais c'était pas aussi fort, j'avais pas envie de m'impliquer dans l'art. Et petit à petit, tout au long de mes voyages, j'ai vécu en Amérique latine aussi, j'ai peint. Je ne sculptais pas, mais je peignais.
mais c'était vraiment en amateur. Et en arrivant, c'était en Espagne, c'est en Espagne que là j'ai commencé à peindre, mais de façon assez intensive. Et lorsque je suis rentrée en Martinique, là je me suis dit je vais me consacrer à la peinture. Et je pense que c'est un peu tous ces voyages qui ont nourri ma peinture en fait, parce qu'on peint ce qu'on est en fait. Donc voilà. Non, et puis vous avez quelque chose en dépôt que vous véhiculez, mais voilà. Je sais qu'on n'aime pas trop intellectualiser quand on est artiste très souvent, mais c'est nécessaire parce que vous avez un public, vous ne pouvez pas garder ce que vous faites pour vous, parce que ce qui lui donne licence, c'est aussi que nous y accédions. Donc c'est très important que nous comprenions aussi, parce que nous intellectualisons d'une certaine façon, mais c'est aussi parce que ça nous enrichit de bien comprendre l'artiste que vous êtes notamment, et puis ce que cela peut inspirer aux téléspectateurs qui nous regardent et qui se diraient tiens, ça m'inspire, j'ai envie d'eux, ou alors j'ai envie d'avoir aussi ça, mais quand je l'aurai et qu'on m'en parlera ou qu'on m'abordera parce qu'on l'aime, je pourrai en dire 2 mots. C'est pour ça que c'est important d'essayer de traduire. Voilà, vous voyez, on aurait pu faire une émission d'1 heure avec vous. Alors la prochaine fois, réfléchissez. Et puis, chers téléspectateurs, si vous avez envie qu'elle revienne, dites-le à Zouk TV au 71 27 27 et on l'invitera pour qu'elle nous parle notamment du Sénégal, parce qu'il faut aussi que vous y alliez. C'est pas seulement le Sénégal, mais il y a de l'art partout. Donc ça, forcément, et puis nous aussi par nos racines, nous portons cette manière d'être, d'exister. J'ai eu des petits élèves qui étaient une fois qui sont peut-être encore qui ont des problèmes sociaux, qui sont exclus, etc. Et l'une des propositions qui leur avait été faite, c'était de sculpter sur des petites pierres, faire des petits tableaux. Et c'était des gamins qui n'avaient jamais touché à un pinceau ou à des petits outils pour sculpter, etc. Et j'ai été littéralement fascinée de ce qu'ils faisaient sans avoir jamais appris à sculpter, ni à peindre, ni à quoi que ce soit. Parce que je pense que c'est de l'origine aussi de notre histoire. Nous avons cela en dépôt en nous, voyez, et nous ne sommes jamais pauvres comme nous le croyons. Voilà. Alors juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Juliette, justement, moi au Sénégal, j'ai eu le sentiment que la créativité n'était pas réservé à des artistes, c'était juste un moyen d'expression accessible à tout le monde. Absolument. Exactement. Voilà. C'était pas cloisonné dans un monde artistique uniquement. C'est ça. Et les gens ne sont jamais pauvres, jamais isolés, parce que c'est la vie. Ouais. En fait, en Afrique, l'art, c'est la vie. C'est pour ça que les Africains ne créent pas de musée d'ailleurs, et que on a pu leur voler des pièces aussi belles, parce que ils considèrent aussi que l'art se renouvelle sans arrêt, donc pas stocké ou gardé, etc. Et pas spéculé, comme l'ont fait donc les Occidentaux après. Voilà, eh bien, on a reçu pour vous Isaë. N'oubliez pas son portable, c'est le 83 77 08, si ce qu'elle fait vous intéresse, et puis aussi pour l'encourager. Après, peut-être qu'elle proposera aussi des sacs pour hommes. Voilà. Et puis d'autres bijoux, c'est à elle de savoir, c'est elle qui crée, donc on verra. Hein. En tout cas, on a eu plaisir à vous recevoir, Isaë. Merci beaucoup. Si vous voulez rester avec nous, faites-le. Hein, sinon, on va continuer notre émission. Et moi, je change. Alors, je reste là, mais je suis l'invitée de mes invités, enfin de 2 personnes qui vont me passer à la casserole. Voilà. Alors, ces personnes vont m'interroger. Il s'agit plutôt de Madame Luciani Lanoire, qui est anthropologue, que vous avez déjà vu avec moi en émission sur le soussou, parce qu'elle a travaillé aussi sur une technique d'entraide. Et puis M. Clapopo, qui est historiographe, que vous avez déjà eu aussi vu avec moi dans une émission qui portait sur les traites négrières. Enfin, sa réponse au livre de Pétré Grenouillot, et qui s'appelle les traites grenouillères. Lapsus révélateur. Les traites négrières. Voilà. Donc je vous laisse la parole.
Oui, Madame Luciani Lanoir, voilà. Oui, bonjour Juliette. Nous sommes déjà de vieilles connaissances. Et bien, je pense qu'on ne vous présente plus, mais si jamais il y a des téléspectateurs qui voient l'émission Raison pratique pour la première fois, eh bien, il faut quand même préciser que vous êtes une sociologue très prolixe. Hein, vous avez publié énormément d'ouvrages. Et Peau noire et cheveux crépus a signé votre notoriété et votre engagement pour la compréhension des rouages de la forme d'aliénation particulière dont sont victimes les afrodescendants. Alors, nous voudrions savoir comment vous est venue l'idée de mener des recherches sur la culture de l'entraide en Martinique. Ah oui, la culture de l'entraide, donc l'ouvrage, voilà, le dernier ouvrage que j'ai sorti au mois de juin. Moi, je suis dans l'identité, hein, c'est ça. Voilà, on peut peut-être le montrer. La caméra peut peut-être faire un gros plan là-dessus. Je suis. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas, hein, je crois pas. C'est-à-dire, on le voit à contre-jour. L'intérêt de. Non, on ne voit pas bien, là, comme ça peut-être, ici. On voit, vous voyez, la culture de l'entraide. Voilà. Je suis dans la culture, dans l'identité. J'ai, un peu comme Isaïe, qui a si vous voulez, un centre d'intérêt qu'elle déploie, qu'elle explore de façon particulière. Moi, j'explore l'identité sous toutes ses coutures. Il y a d'abord l'intérêt que j'ai trouvé, ou que je n'ai pas trouvé dans les ouvrages qui nous sont proposés de l'extérieur et qui sont censés nous aider à nous lire, à nous expliquer à nous-mêmes. Et je n'ai jamais senti que notre âme y était, que notre manière de regarder le monde y était. Et même quand nous avions des travers, j'ai souvent trouvé que c'était les personnes qui écrivaient sur nous ne nous comprenaient pas. Ça, c'est une chose qui a été vraiment décisive dans mon activité de, je ne sais pas si on va dire essayiste ou quoi, mais c'est en tout cas d'écrire, de passer à quelque chose qui va expliquer un peu comment je nous sens. Alors je ne dis pas que je sens comme tout le monde, mais j'ai le sentiment par la réaction de mes compatriotes que je touche à des cordes sensibles ou à des fibres, à des choses qui sont plus proches, un peu plus proches de nous. Quand je parle de nous, que dans certains livres où nous sommes regardés et où on plaque des explications sur une réalité qui ne tient pas du tout compte de notre subjectivité. Donc ça, c'était la raison d'écrire. Et l'identité, pour moi, elle n'est pas ce qu'on nous dit qu'elle est. C'est-à-dire, ça n'est pas... si vous voulez, une sorte de structure qui serait presque une donnée de nature, qui serait là et puis comporterait comme quelque chose de, vous voyez, un peu fabriqué, surfait. Pour moi, d'abord, l'identité est plastique parce qu'il y a des situations qui sont... auxquels nous devons nous adapter, nous, peuple qui avons subi justement les perversités de l'histoire, et nous avons tout le temps cette... c'est pas une stratégie, c'est une obligation de nous adapter à des situations qui nous sont imposées. Et donc l'identité est plastique en ce sens qu'elle nous permet de survivre à des situations que nous n'aurions pas pu assumer si nous étions effectivement dans un moule trop rigide. Et donc nous, peuple caribéen, nous avons en plus, afrodescendants, nous avons en plus cette forme de domination qui s'exerce contre nous depuis si longtemps, qui cherche sans arrêt à nous dévier justement de notre centre, de notre propre manière de concevoir le monde, et même quand on n'a pas un faciès forcément afro-africain, puisque parfois, voilà, c'est cela, notre réalité biologique, enfin ici démographique aussi, mais notre culture est profondément africaine. C'est cela ma conception. Et de par là, je suis complètement investie dedans pour nous chercher.
Et donc l'identité dans ce sens-là, c'est la peau et le cheveu. Donc j'ai écrit effectivement, mais avant j'avais écrit la racisation. J'ai beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est que la race, qu'est-ce que c'est que l'identité, l'idée de couleur. Voilà, on peut montrer peut-être à la caméra le livre La racisation qui est paru en 2002 chez, je ne sais pas si on le voit. Oui, chez l'Harmattan, 2002, vous voyez. Et là, j'ai travaillé sur l'idée de la race. Qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce que nos relations sont tellement racisées? Pourquoi est-ce que nous ne sortons pas de ces cadres-là pour nous penser? Et la race, c'était forcément quelque chose de... C'était une autre peau qu'on nous avait... Il faut tourner. Il faut le tourner. C'est une autre peau. Donc le deuxième, c'était peau noire, cheveux crépus. C'était aussi pour dire, parce que j'avais un regard sur le cheveu aussi, sur la peau noire, les cheveux crépus, que je ne comprenais pas pourquoi elle était si stigmatisée, parce qu'on peut en faire tellement de choses. Et puis c'est une identité aussi qui est absolument fondamentale. Donc pour moi, il fallait travailler sur cette identité-là. Et bon, il y en a d'autres. J'ai travaillé sur d'autres aspects. Mais les 3 livres que vous voyez donc aujourd'hui avec la culture de l'entraide, c'est, si vous voulez, ce qui fait de nous un peuple qui a des racines. Et c'est ça, on sort du corps et on va aller un petit peu dans la terre ou dans l'environnement pour essayer de voir de quoi sont faites nos racines. Et c'est pour cela que j'ai travaillé sur le jardin, qui est une espèce de... modélisation de cette forme d'identité que nous avons grâce à nos petits paysans, à la petite paysannerie dont on a beaucoup douté de l'existence à la Martinique, petite paysannerie qui nous a sortis de l'habitation, la plantation, dont on disait qu'elle nous avait complètement broyé, cette plantation, et que nous étions au tabula rasa et que nous n'avions plus rien. Et donc il fallait aller voir tout du côté de notre autre modèle de civilisation, tout ce qui avait été préservé de notre héritage africain notamment, puisque je dis bien africain parce que les Africains sont un gros fondateur de la société martiniquaise. Ça ne veut pas dire que les petites communautés qui sont venues après n'ont rien laissé, mais le groupe qui a fondé cette société, à côté des colons qui avaient leur projet de plantation, il y avait tous les Africains qui n'avaient rien demandé, qui étaient là de force et qui ont déposé dans toute la Caraïbe une civilisation qu'il nous faut apprendre à regarder comme étant une civilisation. Donc c'est l'identité. C'est une identité sur laquelle nous n'avons jamais vraiment pris le temps de mettre des mots et de vérifier combien, de vérifier combien elle nous constitue de l'intérieur. Voilà, puisqu'elle nous construit de l'intérieur justement, et comment, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'elle est tellement inconsciente, comment justement on vit à côté d'elle sans jamais lui rendre, enfin, à mon avis, il faudrait presque la remercier d'être là et de cimenter notre rapport au monde, parce que les violences, notamment de la société de plantation, sont des violences qui sont capables de supprimer un groupe humain. Tout balayer. Voilà. Comment Oui, je passe la parole à Popo. Merci Luciani. Alors, je suis donc là Popo et très heureux. J'ai lu ce livre vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Tant il ouvre des perspectives, on commence à être habitué, quand on a lu quelques ouvrages de Juliette, dont ce que nous avons présenté ici, à cette façon d'aller là où voilà, les choses sont très très prégnantes. Et bon, voilà. Je suis très heureux de participer à cette émission avec l'ambition de donner envie aux téléspectateurs d'aller découvrir votre production intellectuelle et en particulier ce dernier ouvrage, La culture de l'entraide, un modèle d'économie alternative, le cas de la Martinique. J'espère qu'on aura le temps de voir dans la suite à quel point cet ouvrage qui nous ancre dans les racines, à quel point il traite de questions qui sont particulièrement actuelles et prospectives. Mais avant, vous parliez du jardin. Comment vous caractérisez le jardin traditionnel? Qu'est-ce que le jardin traditionnel?
Le jardin, c'est d'abord un rapport à la terre. C'est une manière de vérifier qu'on a compris qu'elle est justement, qu'elle fait partie en tant que terre nourricière, qu'elle a une place centrale dans la vie, donc notamment dans la vie de nos ancêtres. Et à partir de ce rapport-là, c'était important de regarder comment étaient les rapports des autres, notamment dans la plantation, avec la terre, de comprendre qu'elle était égratignée, blessée, arrachée, et qu'elle était utilisée sans arrêt, dans ce qu'elle peut donner, dans ce qu'elle peut avoir de rentable. Et elle était, quand elle ne produisait pas assez vite, engraissée, voilà, au point qu'aujourd'hui on en arrive à une terre qui est complètement chlordéconée, abîmée, etc. Et de l'autre côté, il y avait un groupe humain qui avait, donc qui n'était pas la plantation, qui avait un rapport à la terre qui était absolument ancestrale, c'est-à-dire elle donnait ce qu'on appelle cette espèce de jardin que les Européens ont appelé jardin fouillis, cette espèce d'espace qu'on cultive sans trop, comment vous dire ça, isoler l'espace qui est cultivé de l'espace qui est autour, environnemental, qui a l'air d'être désordonné, plus nature que nature. Entre le terrain travaillé, voilà, et la nature naturelle. Au contraire, même la manière de travailler le terrain prend des informations dans la façon dont la nature elle-même produit ces différentes espèces. Et il y a donc une sorte de vraiment de cohérence qui, vue de l'extérieur, n'apparaît pas au premier Mais alors ça, c'est une manière aussi de concevoir l'identité du peuple, du groupe qui porte ce type de jardin. Parce que pour moi, le jardin, c'est, dans ce sens-là, est un prolongement du rapport que nos ancêtres avaient avec la terre. Et cette manière, en plus de la soigner, qui faisait que voilà, c'était le jardin qui rapportait toute l'année, qui nourrissait son groupe toute l'année. Toute l'année. Et ça, c'était bien distinct, cette forme de jardin, du jardin occidental européen, qui, lui, théoriquement, s'arrêtait de produire en hiver ou printemps, pas le printemps, l'automne, de l'automne au printemps suivant. C'était une terre qui était un peu laissée, livrée elle-même, livrée au froid, livrée, etc., et qui ne nourrissait pas son homme. Donc, les Européens ont développé pour cela des greniers, même si en Afrique il y en a aussi, mais pour d'autres raisons. Et c'était quand il fallait travailler la terre pour qu'elle produise vite pendant les mois où on avait de la chaleur, eh bien il fallait effectivement la forcer à donner, à rendre. Et en plus, il y avait cette manière de la travailler qui était vraiment un espace qu'on détachait du reste de la nature et qu'on organisait pour justement cette production-là. Donc ce sont des différences qui vous apparaissent quand vous travaillez les civilisations qui sont présentes à la Martinique de manière très différente. Et donc le jardin pour moi, c'est cet espace de vie qui est en harmonie avec son environnement, qui n'abîme pas la nature, qui n'a pas organisé la production à partir de pesticides, l'usage de pesticides comme ça, c'était des fumiers, des choses naturelles, et qui produisait, c'était un jardin dans lequel on pouvait aller simplement et puiser, cueillir ce dont on avait besoin. On avait des fouilles, on avait des comment ça s'appelle, les herbes qui permettent des infusions, tout ça. Des plantes médicinales, des plantes aromatiques. Et tout. On avait même des fleurs décoratives. Absolument. Plantes ornementales. En bordure, etc. Donc et ça représente la vision qu'a l'Africain parce que c'est un jardin africain. J'ai pris un modèle en photo. C'est un jardin africain dans ce sens que c'est comme pour l'art. Les Africains n'ont pas mis ça en dehors de la vie. L'être est très complet et tout est en lui. Et je regardais aussi, quand on est en Afrique, on voit comment les femmes découpent les aliments quand elles font la cuisine.
Et en Europe, bon, on sort tout de soi, comme on porte son bébé aussi en dehors du soi. Eh bien, on va couper les oignons, etc., sur une planche. Et je regardais comment mes amis africains coupaient les choses sur le plat de leurs mains, avec des choses, et elles sont très 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 habiles à faire ça. Et donc tout passe par le corps, et le corps est central, et il n'est pas détaché non plus de la nature. D'abord, les gens s'assiedent par terre aussi, il y a un contact qui est très très étroit, et tout ça nous dit que on a une manière qu'on est en train de perdre d'ailleurs par assimilation, une manière particulière de vivre cette autre civilisation qui est en nous, mais qu'il faudrait, j'allais dire, rendre plus légitime que ça n'est le cas actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment on est passé du jardin de l'époque, du jardin africain, de l'époque esclavagiste, au jardin africain actuel, au jardin des mornes, au jardin vivrier? Alors, comment ça s'est fait rapidement? Alors, dans l'ouvrage, j'ai essayé de reconstituer l'histoire de la petite paysannerie, donc sortie de l'esclavage, les nouveaux libres vont vouloir acquérir de la terre. Difficilement d'ailleurs. Difficilement parce que les espaces cultivables sont occupés déjà par la plantation. Donc il reste l'espace des mornes qui est difficile d'accès, mais comme ils ont un génie propre et qu'ils ont la volonté de s'approprier aussi la terre à qui ils ont tant donné mais dont ils n'ont pas reçu grand-chose jusqu'alors, donc ils achètent leurs petites parcelles sur les mornes. Et ils vont développer donc un art agraire, culturel, qui est, à mon avis, ce que moi j'avance en hypothèse, qui est totalement un atavisme, puisqu'on sait que les esclavagés étaient des fermiers absolument... comment ça se dit, on les voulait, on voulait des fermiers, des gens qui connaissent bien le travail de la terre, aguerris, voilà, des fermiers aguerris, et donc ils avaient ces savoir-faire qu'ils ont mis en œuvre sur les parcelles qu'ils achetaient. Et puis comme ils étaient regroupés, eh bien on a retrouvé la communauté un peu de village des origines, et donc les partages, les échanges, les coups de main, etc. etc. Donc ce jardin qui s'appelait sur la plantation, le petit lopin qu'on leur donnait qui s'appelle le jardin nègre, ou le jardin à case, eh bien sur les mornes c'est devenu un jardin. D'ailleurs, ils appelaient ça des gras parce que ils ne l'appelaient pas un jardin créole, c'était un jardin. Et ils y ont développé un art qu'on a retrouvé quand on va donc en Afrique, on le voit, et qu'on a retrouvé dans les descriptions, en tout cas que j'ai retrouvé dans les descriptions de certains anthropologues français. Ballandier et consorts. Voilà, des religieux qui sont allés en Afrique et qui ont parlé de ces jardins. Vous avez mis en avant une caractéristique très intéressante entre le jardin et la plantation, c'est l'une qui est polyculturelle et l'autre qui est monoculturelle. Qu'est-ce que cela... Quelle est la portée de cette différence? La monoculture, c'est la culture de plantation, la canne au départ, la banane, etc. Et c'est une culture qui est donc directement comment on va dire ça, qui marque qui marque le trait colonial de notre société, c'est-à-dire c'est une culture coloniale dans la mesure où elle n'est pas destinée à nourrir la population, mais elle est destinée soit à être exportée, soit à produire des produits qui sont destinés à la France ou à d'autres pays européens, pas au pays, pas à la société martiniquaise par exemple. Donc la monoculture, c'est en plus un rapport à la terre qui est très industriel. Et cette industrialité-là, qui a marqué d'ailleurs l'ère du précapitalisme dans nos régions, eh bien,
transforme la production agraire, ou en tout cas celle-ci, en un produit comme d'autres produits manufacturés et pas autorise, mais va déboucher plutôt sur une forme de qualification de l'agriculture qui va la sortir de on va dire, sa fonction première. Et cette qualification-là va faire qu'on va appeler dans ces cultures-là les cultures coloniales, donc monocultures coloniales, et elles sont produites par des gens qui donnent le maximum d'eux-mêmes, voire le meilleur d'eux-mêmes très souvent, mais qui ne bénéficient pas des retombées de tout cet effort qui a été produit. Dans la polyculture, c'est d'abord ce qui est le plus proche de la nature, mais aussi des besoins de l'homme. Les besoins de l'homme. Premièrement, ce ne sont pas des cultures industrielles, ce sont des cultures qui répondent aux besoins de variétés dans l'alimentation dont on a besoin, donc qui nourrissent et permettent en même temps de nourrir toute une collectivité et qui montrent le souci solidaire qu'on a les uns des autres. Donc la polyculture, c'est la vie, c'est un peu simpliste, mais c'est ça. La polyculture, c'est une culture qui a bien compris les besoins, donc ce que pratiquait ce que nous appelons aujourd'hui notre jardin traditionnel. C'est un jardin qui a bien compris, et une culture qui a bien compris qu'il y a une collectivité à nourrir, un groupe, une famille élargie, etc., et qu'elle a besoin de diversité, de diversifier son alimentation, et que cette alimentation ne consiste pas, par exemple, à manger seulement, mais aussi à boire et à se guérir, etc. Et donc il y a une vision du corps qui est un peu comme le jardin, une vision du corps qui est très très proche de la nature, parce que c'est pas un corps qu'on va sculpter comme les Européens l'ont fait. On va sculpter beaucoup la matière peut-être qu'on a autour de soi, mais le corps n'est pas sculpté pour les raisons qu'il l'est dans la culture occidentale, où on va voir des statues monumentales présenter des corps, d'ailleurs qui sont inspirés de la vision africaine, du corps africain, parce que les Grecs, quand ils vont s'inspirer de la culture africaine, ils n'ont pas ces corps-là, ce sont des corps qu'ils voient sur les Africains et qu'ils vont traduire dans les statues monumentales qui les représentent aujourd'hui encore dans beaucoup de lieux. Donc si vous voulez, c'est chaque fois qu'on avance dans les comparaisons, eh bien, on va retrouver cette manière qu'ont eu les Occidentaux d'isoler les choses et de créer des dissensions entre des choses que la nature avait naturellement rassemblées. Et ce qui est intéressant dans la polyculture, c'est pas seulement qu'elle nous renvoie à une vision complète, mais elle nous renvoie aussi à une forme de générosité. C'est souvent un jardin qui est rempli de choses et qui est plein de diversité. Voilà, à chaque fois que l'œil se déplace, on tombe sur une plante différente, et comme on est dans une terre qui répond bien, etc., les feuilles sont vertes, c'est vivant, c'est fort, et on sent que le paysan ou le jardinier qui travaille son jardin, on sent que chaque matin quand il y va, peut-être plusieurs fois dans la journée même, on sent qu'il sait, il a mesuré, j'ai ça aujourd'hui, demain je prendrai ça, après-demain je prendrai autre chose. Il est dans une vie pleine et rassurée parce qu'il a aussi une vision sur ce qu'il peut utiliser pour se nourrir. Donc c'est ça. Oui, je trouve que vous avez pris beaucoup de précautions au niveau de votre approche socio-anthropologique pour vérifier votre hypothèse selon laquelle le jardin vivrier martiniquais est d'origine africaine. Pourquoi ? J'ai pris beaucoup de précautions méthodologiques parce que nous sommes dans des sociétés où justement on nous a expliqué que les Africains n'avaient pas de culture. On nous a expliqué que nous étions une tabula rasa, notre société n'aurait reçu ce qu'elle a reçu que de la plantation,
d'une culture qu'on a vue basée sur le dépouillement, l'exploitation et aussi l'accaparement, etc., qui est absolument peu généreuse, qui n'a rien imaginé de généreux dans son projet, en tout cas pour ceux qui travaillaient, qui étaient utilisés dans ce projet-là. Et on a eu la prétention, dans les ouvrages qui nous expliquent d'abord qui nous sommes, de nous dire que c'est de cette civilisation-là que nous tiendrions notre humanité. Voilà. Et donc il fallait, comme la science procède par démonstration, il fallait que j'ai d'abord une hypothèse, que je l'introduise dans un paradigme et que je puisse montrer, notamment pour contourner les contradictions des personnes qui sont, comment vous dire, les plus difficiles à convaincre, eh bien il fallait montrer pas à pas pourquoi on ne peut pas attribuer cet héritage-là à une autre culture qu'à la culture africaine. Premièrement, parce que démographiquement, c'était effectivement le modèle. Et puis en allant en Afrique et en lisant beaucoup sur l'Afrique il y a des millénaires, on retrouve exactement ce que nous faisons ici. Et ce ne sont pas les autres qui l'ont déposé ici. Ce sont bien les Africains d'ici qui l'ont déposé. Voilà. D'accord. Oui, il y a un argument qui saute aux yeux, c'est l'argument démographique. Vous avez expliqué dans une présentation qui a eu à Rivière-Salée la semaine passée, vous avez expliqué que jusqu'à 80% de la population martiniquaise est d'ascendance africaine. Et que, par conséquent, chaque fois qu'on veut étudier un trait de culture de cette population, c'est sidérant qu'on n'envisage pas un seul instant, ou en tout cas qu'on n'envisage pas sérieusement que ce trait de culture ait quelque chose à voir avec cette ascendance africaine. Et donc, expulser systématiquement l'hypothèse de l'ascendance africaine dans l'étude des traits de culture de la Martinique ressemble à une escroquerie intellectuelle. Bon, assez facile à démonter, vous l'avez fait brillamment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais l'argument archéologique, il a deux aspects et il me semble un peu plus érudit encore. Est-ce que vous pouvez y revenir ? Alors, l'argument archéologique, c'est d'abord essayer de dater cette culture ou ces méthodes culturelles qui sont très anciennes. Donc, il me fallait trouver des auteurs qui nous parlent de l'agriculture en Afrique. Et parce que, voilà, on a quand même les ouvrages de l'UNESCO, il y a des anthropologues qui travaillent aussi sur le continent depuis très très longtemps. Il fallait juste tomber sur les bons auteurs qui utilisent d'abord, d'un point de vue intellectuel, une forme d'honnêteté absolue, de reconnaître que voilà, les pratiques qui sont à l'œuvre sont datées. Donc on a des grands spécialistes qui sont des agronomes, des chercheurs, etc., qui ont daté l'agriculture africaine qui est de plusieurs milliers d'années. Et il y a des auteurs qui ont avancé, qui ont affirmé que ces techniques sont si anciennes, qui ont été développées donc par les Africains, qui sont partis dans le monde entier, que jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas remaniées, parce qu'elles étaient, voilà, dès le départ, c'est des techniques qui étaient absolument au point. Et donc aujourd'hui encore, et je peux citer comme savoir-faire justement, parce qu'on a toujours beaucoup cru que les Africains mangeaient du riz parce que les Asiatiques leur avaient amené le riz. Les Africains font du riz depuis des milliers d'années. Et ils ont une variété de riz qui a 3500 ans. Et quand on les a justement déportés pour le projet de plantation dans toutes les Amériques, eh bien, lorsqu'il a fallu nourrir toutes ces populations d'Européens qui arrivaient en Europe, aux Amériques, en Amérique notamment du Nord,
et que les famines menaçaient, eh bien, ce sont les Africains, les esclavagés, qui ont développé la culture du riz. Ils ont été utilisés pour développer cette culture. Et c'est grâce à cette culture-là qu'aujourd'hui, le riz est mangé de manière aussi traditionnelle, entre guillemets, dans toute l'ère des Amériques. Mais ce sont des choses qu'on ne nous dit pas, puisque effectivement, ça signifierait qu'il faille reconnaître cet apport africain. Mais moi, je vous conseille le film de l'UNESCO sur la route de l'esclave. La route de l'esclave, c'est un CD que distribue l'UNESCO, que vous pouvez acheter sur le site de l'UNESCO, qui vous raconte un peu ce que les Noirs ont apporté aux Amériques, et avec beaucoup d'exemples. Et vous verrez la place qui occupe, par exemple, la culture du riz, qui est millénaire chez eux, et les savoir-faire qu'ils y ont développé. Et ce n'est pas par hasard que vous avez sur vos boîtes de certains riz venus des États-Unis, le riz Uncle Ben. Vous voyez, parce que ce sont les Noirs qui ont amené la culture du riz dans nos régions. Et nous l'avons pratiqué nous-mêmes jusque dans les années 30 ici, le riz. Il y a aussi la similitude des plantes que l'on retrouve dans le jardin traditionnel martiniquais avec les plantes qu'on trouve dans les parcelles cultivées dans les régions précisément où sont partis les Africains. Donc les tarots, les ignames, les maniocs. Alors j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer. Sur le manioc. J'ai expliqué beaucoup sur le manioc parce qu'il y a une grosse embrouille sur ça entre Amérindiens, etc. Mais les Africains mangent le manioc depuis très longtemps, et comme on considérait qu'ils n'avaient rien apporté, rien inventé, on a considéré que ce sont les Amérindiens qui leur ont appris à manger le manioc. Mais il se trouve que la cassave était fabriquée par les Africains et pas par les Amérindiens. C'était ça l'intérêt aussi de montrer, avec la thèse de Cheikh Anta Diop, comment les Africains, qui étaient de grands voyageurs avant l'arrivée des colons, etc., comment ils ont pris aussi, comme les Européens ont amené la pomme de terre en Europe, les Africains ont amené le manioc chez eux. Et l'igname, c'est à mon avis, une plante endogène. Mais elle n'était pas, c'était une plante de cueillette, c'est-à-dire qu'elle poussait naturellement. Et chez nous aussi, nous avions des parents qui partaient sac au dos, fouiller les ignames, comme on disait, en pleine nature, des ignames qu'ils n'avaient pas plantés. Parce que le climat, l'environnement tropical favorisait ce genre de pousses, etc. Donc on a beaucoup d'exemples. C'est pour ça que j'ai pris des précautions, mais elles étaient nécessaires, à mon avis, parce que ça rend l'explication plus convaincante. Tout à fait. Et vous remarquez aussi que, puisque tout à l'heure on a parlé du jardin traditionnel actuel qui vient du jardin nègre, du jardin à case, vous faites remarquer qu'au moment où dans la plantation ces esclavagés font le jardin nègre, le jardin à case, ils ne sont pas en contact massif et continu avec les autochtones qui ont été exterminés. Et donc ces autochtones ne peuvent pas leur avoir transmis des techniques qu'ils n'ont même pas eu le temps de partager avec des populations africaines sur la plantation, puisqu'ils ne vivaient pas ensemble sur la plantation. Et donc ça, c'est aussi un argument vraiment qui retient l'attention. C'est que pour qu'il y ait transmission, il faut bien que la population qui transmet soit présente simultanément. Enfin, il faut qu'il y ait des cohérences chronologiques. Et ça, on n'en tient pas suffisamment compte. En tout cas, pour le cas de la Martinique, il ne reste pas beaucoup d'Amérindiens dans les plantations pour transmettre leurs techniques. Et sur le point archéologie, vous dites, si on trouve des similitudes dans le jardin, dans les méthodes pratiques culturelles africaines et celles et Caraïbes, on peut aussi invoquer le fait, il y a des thèses là-dessus, notamment d'Yvonne Van Settima, que des Africains connaissaient déjà les Antilles bien avant cette période.
Oui. Donc c'est la présence dite précolombienne Oui. que vous évoquez aussi. Mais dans le film, il y a eu un documentaire qui passait sur Arte, je crois que c'est au mois de mai, on retrace un peu l'histoire de l'humanité. Et il y est expliqué comment les Africains sortent du continent pour aller explorer un petit peu, explorer la Terre. Et ils vont partout. Et il y a 20 000 ans, ils vont en Amérique. Ils arrivent dans toutes les Amériques par le haut, par le détroit de Bering. Et ça, c'est aujourd'hui prouvé. Et quand on fait le total quand on revoit l'histoire des Amérindiens, c'est autour de ces dates-là qu'on dit qu'ils arrivent dans cette région du monde. Et quand on a vu la civilisation Olmec, les contacts avec, s'il y a eu des populations sur place, les Africains et les Olmecs après, donc c'était moins 800 ans, je crois, avant Jésus-Christ, eh bien, les Amérindiens ont beaucoup reçu des Africains qui sont arrivés par le nord de l'Afrique, enfin par le Mali, à travers comment on appelle ça, les explorations de Moussa, le roi Moussa. Bakary II. Bakary II. Oui. Donc il y a aujourd'hui, il nous faut bien comprendre que cette histoire africaine est aussi la nôtre, parce que l'Afrique a été dispersée dans le monde, éparpillée, torturée, etc. Mais elle est vieille, elle est ancienne, elle est enracinée dans des cultures extraordinaires. Et c'est uniquement l'idéologie qui empêche qu'on reconnaisse que l'Afrique a irrigué le monde entier de par ses savoir-faire, de par ses résistances et de par cette sorte de position, de posture civilisationnelle qui ne nécessitait pas qu'on soit armé ou qu'on aille détruire les autres, qu'on aille prendre leur place, etc. C'est pas dans la philosophie. Tout à fait. Alors, vous dites aussi, c'est le titre de l'ouvrage, la culture de l'entraide. C'est que cette culture de l'entraide ne s'exprime pas seulement dans les pratiques culturelles, elle s'exprime par ailleurs dans d'autres formes d'activités sociales. Ouais. Et d'ailleurs, elle a autant de formes que de dénominations. La sautée, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, justement, en quoi cette culture de l'entraide est une civilisation et quelles sont les différentes formes que... Je crois que le terrain, c'était le Nord Caraïbe en plus, que vous avez essayé d'identifier. Au départ, il y a un Nord Caraïbe, un peu Nord Atlantique aussi. Alors, quand on parle de l'entraide agraire, on reste donc dans les pratiques culturelles, sur la terre, le jardin, etc. On est effectivement dans des dénominations qui sont assez spécifiques, mais qui tiennent, d'après ce que j'ai compris, à la nature du sol même. C'était important de nommer à partir du type de sol, puisqu'on était sur des mondes, sur des terres ingrates, difficiles à cultiver. Elles étaient très pentues, la topographie était difficile, et il fallait presque civiliser cette topographie, la domestiquer plutôt pour se l'approprier. Donc, en fonction de la nature des sols, eh bien, il y avait peut-être des rapports. Quand on dit la sautée ou bris, on a l'impression qu'il faut briser, etc. L'assaut, partir à l'assaut parce que c'est très pentu, etc. Les dénominations ne changent rien à la pratique. Elle reste ce qu'on appelle un coup de main de manière très globale, un coup de main pour pratiquer justement une forme de jardin qui était ce qu'on avait traditionnellement. Et l'entraide dans d'autres domaines peut concerner la construction de maisons, construction de chemins. Avant, on avait besoin etc. Ça peut être dans les soirées mortuaires, dans toutes sortes de manifestations. Et les mutuelles, par exemple, sont une tradition qui a été très, très largement africaine au début. On appelait ça des sociétés. Oui, tout à fait. Et donc, Madame Luciani Lanoir a produit un bel ouvrage sur le Soussou, qui est la première forme de banque.
Hein? Tout à fait. Voilà, donc ça s'appelle quel est le nom de votre livre? Réseau de solidarité dans la Guadeloupe d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Et effectivement, les premières formes de mutuelles, c'était des sous-sous, pour enterrer les esclaves qui mouraient pendant la période esclavagiste. Et les esclaves mettaient un petit sou de côté pour ensuite rassembler cet argent et enterrer dignement leurs morts. Et c'est donc c'était les premières mutuelles et qui ont donné les mutuelles traditionnelles, les mutuelles marron, qui ont subi des ravages récemment. Voilà. Le principe, c'est de se rassembler dans le but d'enterrer dignement les morts pour que leur âme puisse repartir en Afrique. Voilà. Voilà. Et puis c'est devenu après un système de banque. Tout à fait. Alors dans nos sociétés, c'est très pratiqué. Ça se pratique encore aujourd'hui. En Guadeloupe, en Martinique, etc. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est que peu de gens savent que le sous-sous est une pratique africaine, alors que c'est très courant dans nos populations. Mais ça se pratique en France aussi, ça. Ma mère, quand elle travaillait en France, dans l'immigration, tout à fait. Mais non, c'était dans son entreprise en fait, et c'était entre collègues, elles avaient organisé un sous-sous. Donc voilà, aucune idée que ça venait d'Afrique. Mais ça se pratique aussi aux États-Unis. Non, mais partout où les Noirs ont pu exprimer leur génie culturel, il y a énormément de choses. Alors l'intérêt, c'est ça, c'est de bien se rendre compte, parce que tous les complexes que j'ai essayé de circonscrire dans Peau noire, cheveux crépus viennent du fait qu'on a pendant des siècles essayé de convaincre nos peuples notre peuple qu'il n'a rien apporté à l'humanité. Et il y a des gens qui sont allés plus qu'aux portes de l'Afrique, leur dire vous n'êtes pas entré dans l'histoire. D'autres qui ont dit vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas si. Et ça pénètre les gens d'une manière tellement insidieuse, exactement. Merci. Et puis, les séquelles sont des stigmates qui s'inscrivent dans les gens et qui font que beaucoup de gens passent leur vie à cacher leurs stigmates, comme le défrisage. C'est une question de supprimer, moi, ce cheveu crépus que je ne saurais voir. Et c'est ce que dit, par exemple, Goffman sur le stigmate, et d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Le stigmate, qui est très intéressant, c'est ce que vous effacez, c'est ce dont on sait que ce qu'on voit, c'est dont on sait que ça a été un stigmate qu'on a essayé d'effacer, et donc qui garde son caractère de stigmate. C'est-à-dire que quel que soit l'effort que vous allez faire pour disparaître, pour soi-disant vous ajuster au modèle, eh bien vous resterez. On saura, par exemple, un cheveu défrisé, on sait que c'est un cheveu qu'on a défrisé pour supprimer, etc. Alors c'est pour cela que le travail à faire, c'est en fait de convaincre les gens d'abord de la richesse de la culture de leur civilisation qui irrigue le monde, qui fait vivre leur société, et de reprendre confiance, se réapproprier soi, réapproprier toute cette richesse et ne plus se laisser dire qu'on n'a pas de culture et que les autres nous tiennent la dragée haute et nous font avec des grands mots, de grands gestes ou des postures arrogantes. Voilà, on est plus doté, mieux doté que vous, vous n'avez rien apporté à la civilisation. Et c'est exactement le contraire. En tout cas, l'esprit d'entraide, la mutualisation, la solidarité, la fraternité, ça doit étonner beaucoup de Martiniquais de s'entendre dire qu'ils ont ça au fond de leur culture et que c'est dès le début que c'est présent, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on est dans le triomphe absolu de l'égoïsme, voire de l'égocentrisme, alors qu'il y a ça, ces valeurs-là, et que le monde ont conservé pour nous et qui survivent encore tant bien que mal dans la société. Si vous faites prendre conscience aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, à tous les peuples de la Caraïbe, que quotidiennement ils échangent des produits contre des services, ou qu'ils échangent des produits ou qu'ils échangent des services, tout de suite ils comprennent. Bon, par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui habite de deux personnes qui habitent à la campagne,
il y en a un qui a un beau pied de fruits à pain et qui apporte un magnifique fruit à pain automatiquement à son voisin. Le voisin, il va chercher chez lui un pied de, je sais pas, d'orange, ce qu'il a, pour échanger. C'est automatique. On le fait automatiquement de manière quotidienne. Mais les gens ne s'en aperçoivent pas. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'ils deviennent conscients de ces échanges qui se font dans la proximité. Il y a aussi que... Et ils le font, hein, franchement. C'est une dimension de l'identité que moi, je travaille. Mais il y a aussi que la puissance publique, ou en tout cas les forces sociales dominantes, ne promeuvent pas ce type de pratiques qui sont de l'ordre de la proximité, quasiment de l'invisibilité. Oui, mais il y a des gens... C'est profondément enrichissant. Oui, mais il y a des gens à qui ça permet de survivre. Parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas de fruits, ils n'ont pas forcément de légumes chez eux, ils habitent un appartement qui est en, je sais pas, dans un bourg, ils n'ont pas de jardin. Ils sont bien contents d'aller dans le jardin de la tante, de la grand-mère, etc. et d'échanger avec d'autres. Ça leur permet d'avoir un bien-être qu'ils n'auraient pas automatiquement moyennant finance. Voilà. Donc c'est très important, mais les gens ne se rendent pas compte. Donc moi je pense qu'il faut conscientiser les gens. Et à partir de ce moment-là, on ne se rend pas compte que... Cet ouvrage peut y contribuer. Par exemple, si aux États-Unis on a inventé le One Hour, je suis désolée, ils n'ont rien inventé. Non. Nous avons inventé avant eux l'échange de produits contre des services, l'échange de produits, l'échange de services. Surtout de services, puisque le coup de main qui est un archétype d'échange de services. Et puis la monétarisation de l'échange ou des produits contre produits, c'est venu des Européens. Absolument. Les Africains n'ont rien monétarisé du tout au départ, même s'il y avait parfois des équivalents. Mais ça n'a pas été monétarisé et c'était pas... Ce qui est extraordinaire dans l'échange tel que les Africains l'ont conçu, c'est que chacun, parce que ce sont des sociétés égalitaires beaucoup. Tout à fait. Et cette dimension-là, j'ai essayé de la faire ressortir, mais peut-être qu'il faut la travailler encore. Parce que ça peut nous expliquer pourquoi nous sommes dans la jalousie, les mesquineries, tout ça nous dévaste aussi, parce que dans les sociétés égalitaires, il ne fallait pas que les têtes dépassent. C'était très important. Celui qui produisait trop de richesses et qui dépassait les autres pouvait être on lui supprimait cette richesse, ramener au niveau de... Alors, c'était pas du nivellement, comme on pourrait le juger avec nos valeurs d'aujourd'hui, mais c'était important dans les sociétés égalitaires. Toutes les sociétés africaines n'ont pas été égalitaires, mais beaucoup de celles d'où sont sortis nos ancêtres sont égalitaires. Les sociétés sénégalaises, maliennes, par exemple, sont des sociétés de caste. C'est différent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on échange ce qu'on a, mais on n'est pas comme en Europe. Tu achètes un produit qui vaut 2 €, tu me donnes 2 €. On peut avoir envie ou recevoir un produit qui vaut, on va dire théoriquement, 5 €, mais recevoir de l'autre quelque chose qui vaudra peut-être 1 €. On peut recevoir un gros fruit à pain et donner en échange 2 oranges. Ou à la limite que le poisson. Mais c'est vrai que la monnaie a introduit l'équivalence. Donc le conflit. L'équivalence, c'est le conflit. C'est le conflit. Et qui fixe cette équivalence aussi? C'est la monnaie. Et c'est en dehors de nous. C'est la main visible. Ce sont plus deux personnes qui fixent quelle valeur elle est prête à changer contre ce qu'elle propose. C'est une autre entité qui décide. Voilà, tout à fait. Tandis que dans la civilisation de l'entraide, c'est le principe du troc. Voilà. On troque, c'est pas forcément la même valeur marchande. C'est pas une valeur marchande. C'est suivant ton besoin. Et puis c'est le geste. Tu donnes suivant le besoin de l'autre et tu reçois suivant ton besoin. C'est le geste aussi, parce que cette dimension-là permet l'introduction de la spiritualité dont on a parlé. Et la spiritualité, c'est moi j'ai un fruit à pain qui est gros comme ça, mais j'en ai beaucoup. Oui, mais je peux te donner aussi, parce que c'est une générosité. C'est une forme de générosité, mais une manière de dire je partage aussi, puisque et puis, il faut donner pour recevoir. Il y a aussi cette phrase-là qu'on entend souvent, il faut donner pour recevoir. Le don
et le contre-don. Le contre-don, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que, voilà, j'ai essayé d'expliquer tout ça. Donc sur toutes les cultures qu'on a chez nous, j'ai essayé de chercher des équivalences, montrer un peu comment le jardin travaillait, quelle place ces cultures-là ont dans le jardin, et puis pourquoi faire la distinction pour qu'on ne soit pas dans le mélange confusionnel, expliquer donc. Effectivement, les Européens ont été très influencés par les Amérindiens. C'est grâce aux Amérindiens qu'ils ont pu survivre, mais que ça n'est pas vrai des Africains. Et donc, quand certains de nos intellectuels nous disent que les Amérindiens ont tout donné, je dis non, parce que depuis la poterie qui existe depuis des millénaires en Afrique, la vannerie qui existe aussi depuis des millénaires, les techniques culturelles, les échanges symboliques qui sont structurés autour de codes qui sont bien précis, des rituels, parce que rien ne se passe en dehors de la chanson, du chant responsorial et de la danse. Et j'apprends encore de plus en plus sur la danse, que ça n'a rien à voir avec se secouer le coupion, comme on dit chez nous, etc., pour s'amuser. Et c'est pour cela que les Antillais peuvent danser des nuits entières et ils ne se rendent pas compte que dès le début, leur danse a été dénaturée, mais ils en ont gardé ce qu'on va appeler l'essence. Et la danse ici, ça fait partie de la vie, comme la peau, la peau et chemise, quoi, la peau sur la chemise, ou la chemise sur la peau. Il y a quelques décennies, enfin, c'est pas si longtemps, justement, cette propension à danser et à chanter était dénigrée. Aujourd'hui, on se rend compte que dans des hôpitaux ultramodernes, on pratique de la musicothérapie. Et le rire. Et vous avez rappelé dans l'ouvrage que sur les plantations, une fois qu'on avait fini de donner sa vingtaine d'heures ou sa quinzaine d'heures à la plantation au maître, et qu'on se retrouvait dans le jardin samedi, eh bien, ces pratiques, ces danses, ces chants contribuaient à reconsolider l'âme, à restaurer les forces, pour que l'esclave puisse retourner dans le jardin du maître. Et donc ça n'était pas anodin que de chanter, que de danser, et même certains travaux étaient faits à ce rythme, son du tambour. Voilà, de danse et de chant. Oui, et j'ai trouvé, bien après avoir fini le livre, j'ai trouvé des explications sur la danse qui m'ont fascinée, telle que les Africains la conçoivent, et le rôle qu'elle a dans les civilisations très anciennes. Et c'est inimaginable. D'ailleurs, je crois que c'est pas par hasard que, même si nous avons eu derrière une association qui s'appelle AM4, qui a beaucoup travaillé, œuvré à préserver le belay ou nos danses qui étaient appelées vieneg, bagaille vieneg. Je crois que c'est pas un hasard que voilà, cette racine-là s'exprime à nouveau avec autant de force et que la chanson même se renouvelle pour s'adapter. Parce qu'à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte. Et j'ai toujours dit que notre société, quand nous sommes dépressifs, quand nous sommes mal dans l'autre civilisation, plantation, assimilation franco-française, etc., eh bien, notre refuge, c'est celle-là, cette civilisation-là, où les gens, personnellement, j'ai toujours été frappée d'entendre parler de notre société comme d'une société violente. Et toutes les fois que je suis allée dans des manifestations où c'était cette culture-là, cet héritage-là, qui était, j'allais dire, à la base de l'organisation de la rencontre, j'ai été toujours, et je le jure, frappée, mais d'une manière presque tétanisée par la paix, la simplicité, la gentillesse qui régnait dans cet environnement. Et je me disais, c'est incroyable comment... Et on l'a vu même en 2009. Oui, j'allais l'évoquer, ça. Une paix incroyable. Et je me suis dit, nous sommes effectivement une civilisation bicéphale. Et il ne faut pas que nous prenions cette civilisation africaine d'héritage, que nous la prenions à la légère. Elle est fondamentale et elle a joué jusqu'à maintenant un rôle fondamental dans notre survie et dans tout ce qui nous rend pacifiques, qui nous rend aimables et aimants. Par rapport à nous-mêmes. À nous-mêmes et aux autres qui nous donnent effectivement envie d'échanger, c'est dans celle-là qu'elle est. C'est que se trouve cette propension.
Et cet échange, tiens, on voit des gens sortir dans leur sac des petites choses qu'ils ont amenées parce qu'ils ont pensé à un tel, etc. Bon, on n'a pas le monopole des cadeaux, mais c'est quelque chose de très... c'est dans les pratiques, c'est coutumier. Pour en venir, si je peux juste dire quelque chose par rapport à la danse, effectivement, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que l'une des fonctions de la danse en Afrique, à l'origine, l'une d'entre elles, on nous a souvent dit ici que, comme on dit Brenner, voilà, ça avait un côté sexuel, mais l'une des fonctions, c'était au contraire de resituer la colonne vertébrale, de l'étirer, en fait, c'était de détendre les muscles. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est un secouant. On fait comme un shaker et on secoue la moelle. Voilà. Et ça réénergétise le corps. Et donc, j'ai expliqué ça sur un plateau où je recevais, comment elle s'appelle, Clarisse Bagoé-Dubosc. Et parce qu'on disait, oui, secouer, ça faisait... Mais il y a un dévoiement qu'on trouve dans les clips vidéo, mais les gens prennent le dévoiement pour le sens premier. En fait, c'est un dévoiement, comme on a utilisé beaucoup d'autres traits de la culture africaine pour la transformer, pour la pervertir, et la transformer, voilà, en quelque chose de dévalorisant. En réalité, j'ai dit aux gens, il faut prendre l'habitude de chercher le sens de ce que font les gens, parce que ça n'est jamais hors sens, ça n'est jamais gratuit. Et ce sens-là, et quand on voit le sens aujourd'hui encore de se secouer la moelle épinière et l'intelligence qu'il y a derrière et le savoir qu'il y a sur le corps, la recherche, même les sièges des Africains sont des sièges qui font tenir le dos bien droit, très droit. Et les Africains ont cette posture très droite et qui n'affale pas le corps comme ça. Et il y a énormément, quand vous regardez les proverbes des Africains, les postures, les outils qu'ils ont inventés, etc., vous vous rendez compte à quel point la connaissance du corps, mais dans tout ce qu'elle a de plus secret, était connu. C'est fascinant. Et ça, c'est des choses que je découvre en faisant des recherches. Parce que vous regardez, vous sentez, vous vous dites, mais oui, nous avons des chaises que nous achetons au supermarché ou ailleurs et qui nous pètent le dos et qui nous rendent les fesses toutes plates. Pardon, c'est comme ça. Et les Africains sont calés sur leurs chaises et ça leur donne des corps très toniques. Et je pensais encore à un autre trait, je ne l'ai pas traité, mais ça viendrait par exemple dans les rapports qu'on a avec l'enfant. Nous petits, on portait nos petits frères et sœurs à dada, on disait à dada. Et puis on chantait à dada sur mon cheval, etc. Mais à dada, c'est exactement le tissu en mouesse, le tissu qui attache le bébé à l'africaine. Et Adada, c'est encore là, chez nous. Et un jour, je passe là, il n'y a pas très longtemps, et je vois une petite jeune fille qui porte un petit sur son dos, mais vraiment, et on passait les bras sous les cuisses, enfin à mi-jambe de l'enfant, et comme ça, il s'accrochait au cou, et il était bien tenu. Et bien, dans le tissu que les Africaines utilisaient, l'enfant utilise, le bras est passé presque sous les seins ou à hauteur des seins et l'enfant est bien calé, son dos est droit et il est bien. Et aujourd'hui les Européens ont copié le modèle, mais ils l'ont mis devant. Or, devant, c'est plein de bosses. Il y a les tétés, il y a le ventre, il y a tout ça. Et l'enfant reçoit tout le souffle de la maman, comme ça. Il ne voit pas. Il ne voit rien. Alors que, voilà, il voit sur le côté, là, l'enfant est complètement... C'est une vision du monde, hein. C'est une vision du monde. Parce que l'enfant, quand il est sur le dos, il voit le monde. Mais la connaissance... Tandis que quand il est devant, il voit que sa mère. Donc, c'est une vision du monde totalement individualiste. Qui est très égocentrée. Voilà. C'est pour cela que je dis que quand on observe avec des yeux objectifs, qu'on a envie de comprendre les civilisations africaines. En tout cas, tout ce qu'elles nous ont légué, c'est fascinant. Et il faut le chercher avec des yeux de scientifique. Il ne faut plus parler, papoter dessus. Il faut montrer avec de la rigueur ce que j'ai essayé de faire. Mais voilà, moi, c'est en découvrant que j'avance. D'accord ? Tout à fait. Alors, on a vu, une fois qu'on a bien pris conscience de ce que l'entraide ici, c'est une civilisation, c'est pas bagaille viennaise. Voilà. Et on peut aussi essayer d'en tirer des perspectives pour essayer d'améliorer notre quotidien. Et vous avez donc un des
dans les derniers chapitres des raisons d'espérer. Oui. Oui, j'ai mis des raisons d'espérer parce que j'ai demandé à un ingénieur agronome, alors ça c'est venu après, mais intuitivement je m'étais demandé est-ce que c'était un modèle viable, c'est-à-dire la forme de jardin qu'on a, est-ce qu'on peut l'étendre à l'échelle d'un pays ou de l'agriculture de tout un pays. J'ai demandé donc à un agronome de l'INRA qui m'a dit absolument, c'est faisable. C'est-à-dire qu'ici on a un modèle qui est de la plantation qui occupe tout l'espace, mais on peut très bien s'imaginer une société où on remplacera tout l'espace par de la polyculture, donc par le modèle que nous ont légué nos ancêtres, et il est polycultural, mais on peut y mettre dans les lisières, dans les rangées, dans tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie aussi d'utiliser de manière plus personnelle. Et donc c'est une forme de jardin qui deviendrait qui serait étendu à l'échelle d'un pays et qui est viable. Pour cela, il faut qu'il soit soutenu par les pouvoirs publics, par les financements, par la réglementation, voilà. Et qu'il soit donc pris au sérieux par nous-mêmes et a fortiori par ceux qui nous représentent. Oui. Mais il y a aussi un aspect qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'échange, la tradition des échanges de services, ou bien de biens contre services, ou de services contre, etc. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle crowdfunding, crowdsourcing, qui est donc supporté par les techniques, les technologies de l'information. Et donc, on peut imaginer en Martinique un site, une plateforme appelée Martinique Coup de Main, où des gens proposent des services, proposent 1 heure de leurs compétences contre 1 heure des compétences de Esaïe Lapinte, contre 1 heure de compétences de Juliette, la sociologue. On peut imaginer ça en se fondant sur nos propres traditions, sans complexe. J'ai songé à ce site, à une création d'un site comme ça, il y a environ 2 ans avec un ami, Emmanuel, que vous connaissez. On a parlé de ça, justement. Eh bien, votre ami aura de bonnes raisons de le faire. Ouais, pourquoi pas créer un site, justement, d'échange de services. Pourquoi pas? Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais nous ne savions pas, parce que nous vivons les yeux rivés sur un monde qui nous dit, qui s'évertue encore à nous convaincre que nous ne sommes rien. Aujourd'hui, je crois que nous sommes assez grands, assez mûrs pour savoir que nous sommes quelque chose, que ce quelque chose est important, parce que tous les mondes se sont développés sur la base de leur civilisation. Et nous avons cela. Nous avons la civilisation de la plantation qui a donné des choses qu'on pourrait aussi utiliser. Donc nous avons de quoi créer notre propre modèle. Et si l'ouvrage peut aider, en tout cas à bien cerner certains aspects de cette civilisation à partir des paradigmes que je développe, et en sachant que si on a une politique agricole soutenue, ce modèle-là est viable, je crois qu'on ira vers une société qui va être en mesure de nourrir aussi sa population, parce que les temps qui nous attendent seront des temps durs. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas justement que les afrodescendants, c'est fini ? Les afrodescendants, les afrodescendants sont privés de connaissances sur eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'ils qu'ils prennent possession de ces connaissances? Mais il faut qu'ils en aient envie, il faut qu'ils acceptent de lire, qu'ils acceptent de découvrir, d'aller à l'écoute de ceux qui font des travaux, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui leur donnent du savoir sur eux-mêmes. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut sortir de l'enfermement dans lequel l'assimilation et l'aliénation les maintiennent pour aller vouloir se trouver, parce que rien ne se fait automatiquement, étant donné que nous sommes sortis, exclus de l'espace légitime. Donc nous devons nous trouver des légitimités qui vont commencer par d'abord des recherches sur nous-mêmes et après les imposer à la société globale. Et puis aussi créer peut-être des écoles, des lieux de connaissances, un institut de recherche sur ces questions. Institutionnalisés. Il nous faut des instituts de recherche. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, merci Juliette beaucoup, Esmeralda. Juliette. On espère qu'on a donné envie aux téléspectateurs De de lire vous votre lire et livre. de suivre aussi Voilà. toute votre œuvre qui est bien plus Riche que ce riche que ce qu'on a essayé de faire partager cet après-midi. D'accord. Merci. Alors, au revoir et à la prochaine. Merci. Alors, merci à Madame Lissani Lanois qui m'a préparé des questions très rigoureuses. Merci à Monsieur Clapopo qui est encore plus rigoureux avec son petit planning. Merci à Isaïe d'avoir été là. Merci et à vous. puis, on espère effectivement qu'on n'a pas été ennuyant et que vous trouverez de l'intérêt à regarder cet ouvrage. Hein. C'est La culture de l'entraide. Et on m'a dit qu'il n'est pas très ennuyant à lire. Donc voilà, je vous souhaite, si vous avez envie de le lire, une bonne lecture. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.